Merci à tout le monde, merci à la Maison de la Radio de m'avoir invité à animer cette séance. Je suis chef de bureau de The Economist à Paris. Je vous présente très brièvement parce que tout le monde vous connaît, je pense. Donc j'ai à votre droite, j'ai Yves Bigot, président de TV5 Monde. Ensuite, j'ai Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde. Ensuite, j'ai Sybille Veil, PDG de Radio France. Ensuite, j'ai Delphine Ernotte, PDG de France Télévisions. Ensuite, Bruno Patino, président d'Arte. Et finalement, Laurent Vallée, président de l'INA. Donc la question, c'est une question qui se pose tous les ans, je sais très bien, mais c'est quand même un moment extrêmement important de reposer ces questions, il me semble. Vous avez en France une année électorale qui s'ouvre. Et nous avons vu cette année, au mois de janvier, aux États-Unis, ce que pourrait se faire ou qui pourrait l'actualité dans un pays où un service public est très peu présent. Nous avons vu aussi au Royaume-Uni, même avec un service public important, bien installé, ce qui se passait en 2016 avec le Brexit et un grand débat qui tournait autour du rôle du service public dans cette campagne. Donc c'est un moment important et je vais poser la première question à chacun des intervenants pour savoir quel d'après vous pourrait ou devrait être le rôle du service public pour pouvoir parler à chaque vraiment pour refléter la société, y compris les catégories de population qui sont peut-être qui suivent la politique extrême, qui se retrouvent sur les extrêmes. Comment parler à ces personnes, comment donner la parole tout en défendant le service public et le rôle de la démocratie. Yves Bigot, je commence avec vous parce que vous êtes là et on va passer la parole à chacun. Alors c'est très facile. Le rôle du service public, c'est d'apporter la culture et de l'information fiable et vérifiée au plus grand nombre, de s'adresser donc à la fois au plus grand nombre, au grand public et à chacun des publics spécifiques. Voilà. Après, ça c'est le rôle. Après, il faut savoir le faire. C'est court, mais on peut revenir. C'est notre métier. Après, voilà. Non, mais si on ne pose pas ça comme base de départ, déjà, on se trompe et on est à côté de la plaque. Donc déjà, il faut toujours rappeler ça. La mission, c'est à la fois de parler à tout le monde et à chacun des publics spécifiques. Et ça, c'est évidemment compliqué, parce que pour avoir les audiences qui sont justifiées, j'ai produit pour la BBC dans le passé, donc je sais qu'à la BBC, là où il n'y a pas de publicité, l'audience reste un critère extrêmement important, simplement parce que c'est ce qui valide le fait du financement public par l'État, par les citoyens. Si on n'a pas les résultats d'audience dans le service public, c'est qu'on utilise mal l'argent de l'État, l'argent des citoyens. Donc la difficulté, elle est de s'adresser à la fois à tout le monde, à travers donc des programmes très populaires, et en même temps de pouvoir, avec l'audience générée par les programmes très populaires, donc en général les principaux journaux télévisés, les programmes de prime time, la fiction, etc., permet de financer et d'autoriser des programmes de niche qui s'adressent à des publics spécifiques. Parce que la difficulté, en fait, ce qui est sous-jacent à votre question, grosso modo, c'est qu'on a perdu
depuis une vingtaine d'années maintenant les moins de 40 ans, grosso modo. Pourquoi on a perdu les moins de 40 ans? Parce que sur le service public, c'est pas tellement une question de fond et de ce qui se dit, c'est une question de forme. C'est une question de ton et c'est une question de propos. Et la difficulté, c'est de s'adresser, maintenant qu'on est à un public qui grandit avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec les jeux vidéo, donc avec une culture qui n'a rien à voir avec la culture unitaire sur laquelle tous nos médias, ceux qu'on dirige, ont été bâtis et conçus, hein, grosso modo, qui est la culture des années 60, la culture de la machine à café, où tout le monde commentait le lendemain matin ce qu'il avait vu à la télé le soir ou entendu à la radio. C'est fini maintenant. Le public est archipélisé, il est tribalisé, et les jeunes sont coupés de nos médias grandement. Donc, pour les récupérer, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est adopter le ton qui est le leur. Or, c'est très difficile d'adopter le ton de la jeunesse, qui est un ton qui n'a pas grand-chose à voir avec celui du Sénat, de l'Assemblée nationale ou du CSA. Et donc, il faudrait pouvoir parler de manière transgressive, ce qui est impossible à faire sur des médias de service public qui sont surveillés non seulement par l'autorité de régulation, mais aussi par nos confrères de la presse écrite, de la radio ou du privé, et puis par l'ensemble du monde politique qui n'a pas le ton du tout de cette population-là. Donc en fait, ce n'est pas une question de fond, c'est une question de forme, mais elle est très difficile à résoudre. Marie-Christine Sarregros. Alors, d'abord, moi, je dirige des médias internationaux, multilingues, ce qui peut-être est une problématique parfois différente du reste du service public. Mais ce que j'ai d'abord envie de dire, c'est que le service public, c'est comme l'air qu'on respire. On se rend compte à quel point il est nécessaire quand il vient à manquer. Et donc, comme on est dans plein de pays qui n'ont pas de service public, mais des chaînes gouvernementales, une information vraiment jugulée et sous contrôle des pouvoirs politiques ou économiques, parce qu'il y a des zones aussi où c'est sous pouvoir économique, je crois qu'on a perdu la saveur de cette liberté extrême que donne le service public, parce qu'on est dans une démocratie, comme dans d'autres pays, où le service public, c'est tout sauf gouvernemental. Je pense que c'est même le lieu de la très grande liberté d'expression, qu'il s'agisse de la culture ou de l'information, et que, franchement, je ne connais pas de démocratie qui n'ait pas besoin d'un service public fort. Vous parliez tout à l'heure des États-Unis où le service public n'est pas très fort. La démocratie américaine nous a donné quelques sueurs froides, d'ailleurs, auxquelles vous faisiez allusion, Sophie. Moi, je constate que le service public fort, c'est aussi la garantie pour le service privé, pour les médias privés, d'avoir aussi une grande liberté. Quand nous, on intervient dans certains pays, disons, où la liberté d'information n'est pas acquise, les journalistes qui sont sur place, qui souffrent, dont on sait qu'ils sont tués, dont on sait aussi qu'ils ont mérité le prix Nobel, pour la première fois le prix Nobel de la paix, qui sont donc des outils de paix et de démocratie, nous, ils nous demandent dans ces pays-là de parler, parce que ça libère leur propre parole. Donc moi, je considère que c'est une mission fantastique d'avoir la chance d'être dans une grande démocratie et de porter la liberté d'expression en plusieurs langues partout dans le monde, que c'est vital et qu'on aurait bien tort de questionner ce fait. Voilà. Et les jeunes, on en a plein. Parce que, évidemment, Yves parlait de la France certainement, mais quand on est en Afrique, et tu le sais bien, la moyenne d'âge est 60% de la population a moins de 25 ans, et on les touche. Et on les touche sur le numérique. Il y a une question de format, comme le disait Yves, mais il y a aussi une question de support. Et si on est très présent, et on a fait, je sais pas, en 2020, 2,5 milliards de vidéos vues, c'est clair qu'on touche aussi ce public. On vient de lancer Inter pour les jeunes Européens, 13 millions de vues en quelques mois. Je pense qu'on sait leur parler aussi au sein du service public et que d'ailleurs, autour de la table, plusieurs peuvent en témoigner. Voilà, brièvement. Merci. Sybille Veil. Alors, moi, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par Marie-Christine sur l'utilité du service public, puisque ce sont des médias citoyens et qui ont un rôle vraiment à jouer. Sur la manière de faire, qui était votre question, hein, comment est-ce qu'on fait pour toucher le public dans une période où il y a une fragmentation des usages, il y a une concurrence nouvelle. Et je pense que c'est ça qui est l'une des questions qui nous occupe le plus, tous qui nous sommes réunis aujourd'hui.
Moi, ce que je vois, c'est que les dernières années, avec leur crise, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a la montée de l'abstention régulière depuis plusieurs années aux élections, il y a la difficulté des sondages à comprendre le pays. Dans ce contexte, ça montre qu'il y a un véritable enjeu qui est celui de l'ancrage dans le pays, du lien avec les citoyens. Et s'il y a vraiment un rôle que le service public peut jouer, c'est celui-ci, c'est d'être ancré. Et pour cela, il a des médias qui ont la particularité, c'est le cas pour Radio France, c'est le cas pour d'autres autour, c'est le cas aussi à France Télévisions, chacun d'entre vous est ancré d'une manière différente, mais nous avons des médias locaux avec un maillage local qui nous permet d'être au plus près des citoyens. On a aussi des rédactions qui font des reportages à Radio France, c'est 180 heures par semaine de reportages sur nos antennes. Donc c'est un véritable ancrage qui fait qu'on ne fait pas de la proximité de vitrine, on ne fait pas que des débats sur des plateaux parisiens, on essaie vraiment d'être ancré dans la réalité. Et je pense que ce rôle-là, aujourd'hui, c'est ça qui nous différencie très fortement des autres acteurs et qui nous permet pleinement d'essayer de porter dans le débat public les préoccupations des citoyens. C'est ce qu'on essaie de faire pendant cette saison avec une grande opération lancée par France Bleu, avec la plateforme mec.org et avec France 3, qui s'appelle Ma France, qui consiste à essayer de faire parler les Français sur leurs préoccupations dans une année qui va être importante en France, puisque c'est l'année d'élection présidentielle. Voilà, ce sont des types d'initiatives qu'on est capable de lancer parce qu'on a un véritable ancrage, parce qu'on a des réseaux locaux qui sont très implantés, parce qu'on a aussi des rédactions, des reporters qui vont sur le terrain et que ça fait partie aussi d'une différence pour faire corps avec le pays. Et c'est l'un des engagements et l'une des forces qui nous différencie des autres acteurs et qui doit nous permettre de parler à tous, puisque c'est aussi ce qui doit nous... Voilà, c'est notre objectif, c'est de parler à tous les citoyens, puisque notre mode de financement fait qu'on est un média au service de tous les citoyens sans distinction d'âge, d'appartenance, d'opinion. Et c'est ça le sens et la noblesse aussi de ce qu'on fait. Merci. Delphine Ernotte, même question. Alors, je voudrais d'abord prendre un regard un peu distancié par rapport au service public, un peu de l'extérieur. Il se trouve que l'Union des télés et des radios publiques européennes publie tous les ans un rapport très intéressant que je vous recommande, qui s'appelle Démocratie et qui établit de manière sûre et certaine et avec des méthodes scientifiques une corrélation très, très étroite entre la démocratie et le poids des services publics. Je vais vous donner quelques résultats, parce que je pense que c'est important de le rappeler. Plus l'audience des médias de service public est élevée, plus les citoyens ont confiance dans l'offre d'information qui leur est délivrée. Plus l'audience des services publics est faible, plus les citoyens pensent qu'un régime autoritaire est un bon mode de gouvernement. Plus l'audience des services publics est élevée, plus la participation à la vie démocratique est forte. Enfin, alors il y a bien d'autres conclusions, mais celle-là me semble importante, plus l'audience des services publics est élevée, moins les citoyens estiment que l'exposition à la désinformation est un problème dans leur pays. Voilà. Donc je pense que c'est important de rappeler ça quand on regarde un peu de l'extérieur à notre pays. Et il faut aussi rappeler qu'en France, on a cette chance d'avoir des services publics forts, qui ont des audiences fortes, qui sont bien financés. Jusqu'ici, on verra ce que donnera la redevance plus tard, mais en attendant, ils sont très bien financés, et avec une réelle liberté éditoriale. Une fois que j'ai dit ça, je ne nie pas le fait que, pour autant, en France, on constate aussi qu'il y a une polarisation du débat politique, qu'il y a une polarisation, une archipélisation en quelque sorte des citoyens français avec des gens qui ne se voient plus forcément toujours un destin commun. Et ça, c'est un vrai sujet pour nous. C'est un vrai sujet dans l'information, pas que dans l'information, mais c'est un vrai sujet dans l'information. Donc comment on réagit, parce que c'est un peu ça votre question, à cet état de fait. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, il y a l'information. Et Laurent Guimier, le patron de l'information de France Télévisions, a lancé un plan qui s'appelle Démocratie, où même si on sait que la confiance dans l'information des services publics est nettement au-dessus de tout ce qu'on peut trouver
par rapport aux médias privés, voilà, mais la confiance, ça se construit, ça se travaille, on ne peut pas se reposer là-dessus, loin s'en faut. Les gens considèrent qu'on est quand même un peu institutionnel, donc il faut arriver à être très sérieux, sans se prendre au sérieux. C'est un peu ça l'idée. Donc sérieux, ça veut dire, par exemple, être transparent sur la façon dont on fabrique les sujets d'information, d'où le dispositif que Laurent a lancé qui s'appelle Nos sources, qui rend compte dans chaque article des sources qui ont été utilisées, consultables donc par tout un chacun. C'est aussi lutter tous ensemble d'ailleurs contre la désinformation. Radio France a une agence qui est très très importante pour nous tous, parce on travaille beaucoup avec l'agence de Radio France, notamment sur France Info, qui est notre œuvre à tous, assez commune, et on a décidé de renforcer ces partenariats. Et du côté France Télévisions, on a rajouté un peu le pendant pour travailler avec l'agence, qui est une équipe qui s'appelle Les Révélateurs, et qui, avec de l'intelligence artificielle, traque les fausses images, les fausses vidéos, parce qu'on sait que dans la campagne présidentielle qui a démarré, on peut le dire, on va être confronté à ça. Donc je pense qu'il y a tout un travail de fond en fait à faire dans nos équipes, ensemble aussi, qui est absolument essentiel. Voilà. Donc on a tous ces dispositifs dans cette période. Au-delà de ça, et je rejoins tout à fait ce que disait Sybille, je pense qu'elle a tout à fait raison, il y a le lien qu'on entretient avec les gens. Alors le lien qu'on entretient avec les gens, c'est évidemment dans nos émissions quotidiennes, certains s'en moquent, mais bon, voilà, les jeux quotidiens, c'est un lien très très fort pour les gens. Il ne faut pas oublier que tout le monde ne vit pas à Paris et a la chance d'être dans le Studio 104, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, 10 millions de personnes qui vivent seules en France, que la télévision comme la radio, c'est un média qui est accessible gratuitement, on n'a pas besoin de s'abonner à une box. Il y a la TNT, c'est énorme, et la TNT est reçue dans 99,5% des foyers français, donc il y a cette proximité qui n'est pas virtuelle, parce qu'on s'en est rendu compte pendant la pandémie, quand les écoles ont fermé. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'accès au numérique, parce qu'on n'a pas toujours le débit qui va bien, mais aussi il y a un problème économique. Quand il y a un ordinateur dans une famille, il y a une personne qui peut l'utiliser par les autres. Donc en fait, ce côté s'adressant à tous, accessible à tous, en fait, en réalité, est absolument essentiel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce lien qu'on entretient, et je rejoins Sybille sur le fait qu'on est les seuls, au fond, à être présents sur tous les continents. France Télévisions, il y a quand même 9 chaînes radio-médias globaux, en fait, radio, télé, web, outre-mer. Donc sur tous les continents, le soleil ne se couche jamais sur France Télévisions. Puis notre présence en région, dans 116 implantations, via France 3, mais pas que, puisque ça vient aussi nourrir France Info, qui est la première plateforme d'actualité en France. Et la 3e chaîne, on dit toujours c'est la petite dernière, c'est vrai, en audience, tout confondu, c'est la petite dernière. Sur les moins de 50 ans, donc pas franchement les jeunes, moins de 50 ans, on est la 3e chaîne d'info en France. Donc voilà. Merci beaucoup. Bruno Patillot. Ce qui est bien, c'est quand on est au bout, là, en fait, tout a été dit déjà, donc on peut juste dire, je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, donc peut-être juste pour apporter non pas une nuance, mais peut-être compléter un peu du point de vue d'Arte. En réalité, ce qui est bien avec le service public aussi en France, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs différents qui ont chacun leur façon de remplir une mission qu'ils conçoivent, je pense, de façon absolument similaire. Je pense que tout autour, ici, on pense tous à la même chose. Mais chacun le fait suivant l'instrument qu'il a. Et une des beautés du service public en France, c'est cette différence d'instruments. 2 petites choses peut-être pour compléter. Ce qu'a dit Yves est tout à fait juste. On est dans un moment de fragmentation des usages, donc s'adresser à tout le monde le fait ici autour de cette table, c'est évidemment être sensible à la fragmentation des usages et donc se développer de façon assez surprenante. D'ailleurs, Arte est devenu vraiment un média jeune dans l'univers numérique, et notamment avec ses 18 millions d'abonnés sur les chaînes sociales. Mais l'autre chose auquel on assiste et contre lequel on lutte, c'est la fragmentation de l'espace social ou de l'espace public. Et je pense que ça, c'est ce qui nous caractérise peut-être, c'est d'essayer de mettre du commun dans un espace public qui se fragmente, tout en acceptant la fragmentation des usages. Donc c'est un peu ça le dilemme dans lequel on est, et ce sur quoi, je pense, on a un rôle spécifique à jouer. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Delphine et aussi ce qu'a dit Sybille. En réalité, on est dans un moment très troublé. On dit des mots comme ça, mais essayer de mettre du commun dans un espace public qui se fragmente, c'est pas simple, c'est nécessaire. On est en fait dans une guerre des récits.
en réalité, ce qui se passe. D'un point de vue géopolitique, interne, socialement, etc., tout le monde a envie, pardon, je vais être un peu vulgaire, de se jeter son récit à la figure et de se cogner l'un l'autre contre ça. Donc, être du service public aussi, je pense, parce que vous avez dit à un moment donné quelque chose qui était un peu paradoxal, vous avez dit comment on laisse la parole à tout le monde, comment on représente tout le monde, etc. Il faut rentrer dans la distinction forte en cultiver effectivement le lien de représentation, que tout le monde se sente représenté, visible, perceptible dans sa vie, dans le service public, y compris quand on est arté, on doit effectivement rendre visible toutes les parts des sociétés européennes auxquelles on s'adresse. Mais en revanche, on ne fait pas du journalisme douanier. Le journalisme douanier, c'est qu'est-ce que vous avez à déclarer et puis c'est fini. Non, je pense qu'aujourd'hui, quand même, les deux batailles dans lesquelles on est tous, c'est ne pas confondre, j'allais dire, d'une part, l'opinion et la connaissance. C'est pas du tout la même chose. Et donc, donner des lieux... Nous, on a fait une campagne à Arte qui s'appelait « Le pouvoir de comprendre ». Parce qu'en réalité, à un moment donné, la participation dans l'espace public, c'est donner des clés aux gens pour se faire leur propre opinion, mais pour pouvoir comprendre. Donc, à la fois le savoir... la conviction, c'est pas le savoir, c'est quelque chose de différent. Et de la même façon, la capacité de comprendre, c'est pas forcément l'opinion non plus. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on minore souvent le rôle des services publics dans ce fait de donner des clés de compréhension et donner des clés, j'allais dire, qui bâtissent le savoir. Et moi, je crois que le rôle du service public, il est là aussi. Et juste pour terminer, mes amis ici m'ont déjà entendu, ce qui était très paradoxal, moi je suis une chaîne Arte est une chaîne franco-allemande. Et on voit bien le débat qui existe, le rôle du service public, pourquoi, comment. En Allemagne, il s'est passé un truc incroyable. Au début de l'été, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dû se prononcer à un moment donné sur la hausse ou non de la redevance. Ça, on peut dire c'est technique, plus d'argent, moins d'argent. Mais ce qui a été très important, c'est ce qu'a dit le tribunal. La plus haute juridiction allemande a donné des clés sur ce qu'est un service public en ce moment. Et il a dit on a besoin du service public pour vivre ensemble, pour bâtir une société, pour avoir de la confiance dans une information qui soit effectivement une information vérifiée et qui permette, c'est le pays d'Habermas, de créer un espace public. Et moi je trouve que c'est important de rappeler ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service public est une arme, enfin positive. En tout cas, c'est un ferment pour permettre à notre espace public de ne pas voler en éclats. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y a beaucoup de forces qui le font voler en éclats. Merci beaucoup. Laurent Vallée. Alors, ce qu'a dit Bruno en introduction est encore plus vrai pour le dernier que pour l'avant-dernier. Je vais essayer de raisonner en marginal, comme on dit. Non, je suis évidemment votre question qui portait au fond sur est-ce que le service public doit refléter les différentes composantes de la société. Oui, absolument. Et je pense que quelque chose qui a pu à un moment affaiblir le lien entre les Français et l'audiovisuel public, c'est que tout le monde ne s'y sentait pas représenté à raison de, effectivement, est-ce qu'il vit à la ville ou à la campagne, est-ce qu'il est vieux ou est-ce qu'il est jeune, quelle est la couleur de sa peau, quel est son univers culturel. Donc ça, je crois qu'il y a eu des progrès très importants, mais les médias de service public, c'est ce que Bruno appelait un douanier. Enfin, voilà, refléter, c'est quand même quelque chose d'assez passif et on doit faire beaucoup plus que refléter. Alors, ce premier reflet, et ça, c'est une des forces et une des singularités de l'audiovisuel public français. Avec l'INA, on a les moyens de la mesurer, puisque grâce en particulier aux outils de recherche développés par l'INA, on a pu, par exemple, développer des outils de mesure de la parole, par exemple des femmes à la télévision grâce à une solution d'intelligence artificielle qui reconnaît les voix féminines ou masculines et donc mieux mesurer, en plus des outils du CSA qui sont sur des bases déclaratives, la réalité de la présence de la parole des femmes à la télévision. Et donc ça, on est bien dans le reflet, la représentation, mais au-delà du reflet, je crois que l'euro, sinon en effet, on serait dans simplement quelque chose qui serait l'expression d'une somme d'opinions, c'est effectivement d'aller au-delà, et puisque au fond une des caractéristiques de ce monde, c'est que tout d'un coup
une opinion, une somme d'opinions numériquement importante peut faire croire qu'elle devient la vérité. C'est ce concept de post-vérité où si vous dites plus fort et relayé par plus de followers que d'autres, tout d'un coup on peut croire que c'est vous qui avez raison. Et donc là je crois que le rôle du service public, et évidemment a fortiori dans une année électorale, c'est effectivement toujours plus de décrypter, de mettre en perspective, de contextualiser, d'historiciser, et là aussi, même si ça peut se faire de plein de façons, évidemment le travail, Delphine l'a évoqué avec la cellule des révélateurs, où en effet d'autres solutions de recherche développées par l'INA permettent en effet de reconnaître à partir d'un système d'empreinte des images qui ont été trafiquées, et puis bien sûr l'archive qui est un moyen quand même très puissant de remettre en perspective l'actualité et de sortir de la tentation qui est quand même assez prégnante aujourd'hui de l'événementialisation de l'info et de la remettre dans un contexte qui permet de mieux la comprendre, de mieux l'expliquer. Je crois que c'est ça le rôle du service public. Et c'est là que tout d'un coup, la différence par rapport à d'autres médias se voit de plus en plus. L'étude de l'UER rejoint tout à fait ce type d'analyse. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a établi et défendu le rôle, l'importance du service public de façon très convaincante. Parlons des générations et de ceux qui s'informent pas par le service public, mais par d'autres plateformes, par d'autres supports. Quelle devrait être l'articulation entre le service public et les autres, les sources d'information des jeunes, TikTok, Snapchat, d'autres supports? Comment parler, quelle devrait être l'attitude du service public vis-à-vis de ces plateformes, et comment parler à cette génération qui ne s'informe pas du service public. Marie-Christine. Non, mais c'est juste parce que le service public ne signifie pas hertzien, broadcast. Le service public est partout. Ça fait bien longtemps qu'on s'est tous convertis. Alors à l'international, là, on serait mort si on n'était pas sur toutes les plateformes, y compris TikTok. On est sur toutes les plateformes et dans toutes les langues, et on adopte le langage de ces plateformes, les formats de ces plateformes, qu'il s'agisse de la vidéo mobile ou d'ailleurs du podcast qui est en pleine expansion aussi, y compris pour les jeunes. Les dernières études montrent que ça se répand dans toute la population française. Donc, je citais, on a 2,5 milliards de vidéos vues sur les plateformes l'année dernière. C'est sûr que la moyenne d'âge de ceux qui les regardent, elle est en rapport avec ces plateformes. On a 85 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est clair qu'ils n'ont pas plus de 50 ans. Peut-être pour préciser, quand on regardait la présentation qu'a fait Nick Newman tout à l'heure, c'est les personnalités sur les plateformes qui inspirent ou qui sont la source d'information des jeunes. Donc pas forcément le service public sur les plateformes. C'est un peu ça le sens de ma question. Comment contrer ce phénomène? Je pense qu'il faut déjà y être, parce que notamment sur les manipulations de l'info, nous, une des grandes missions qu'on a, c'est la lutte contre les infox, fake news in English, infox en français, et c'est pratiquement tout ce qu'on fait. Quand on lance Inter pour les jeunes Européens, une partie de ce qu'on fait, c'est de démonter les fausses infos qui circulent en permanence sur, par exemple, les institutions européennes. Et j'espère que ça nous servira aussi, comme Delphine le disait, au moment de la présidentielle. On va être partout, avec France Info, qui a une agence aussi d'investigation pour l'ensemble du secteur. On se met en réseau. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on est sur ces plateformes, qu'on offre notre métier. J'ai envie de dire, peu importe le flacon des supports, pourvu qu'on ait l'ivresse des contenus rigoureux du service public et comme le disait Bruno, la différence entre opinion et connaissance, c'est quand même un phénomène essentiel. La confiance aussi, dont on a tous parlé, on la mesure quand même. On la mesure, la confiance. Si France Info, dont parlait Delphine et Sybille, est peut-être troisième en termes d'audience, mais en termes de qualité, de confiance, elle est très très élevée. Et nous, on a des notes de confiance folles dans le monde. 80% de confiance, 76% de confiance. Pendant le Covid, c'était quoi la valeur refuge en France et partout dans le monde pour nos médias? C'était le service public, donc y compris sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas qu'il y ait une césure à faire entre service public,
à la papa et réseaux sociaux. C'est la même histoire. Sibylle Bell. Alors aujourd'hui, Radio France est le premier groupe de radio écouté par 15 millions d'auditeurs chaque jour. Mais ce qui est important, c'est que parmi ces 15 millions d'auditeurs, il y en a 3 millions de moins de 30 ans. Et je pense que s'il y a vraiment quelque chose qui nous rend tous très heureux, c'est le fait de continuer à rajeunir le média radio, en touchant les jeunes. Et comment est-ce qu'on le touche? Comme l'a très bien dit Marie-Christine, nous sommes présents sur les nouveaux carrefours d'audience que sont les réseaux, que sont les plateformes numériques. Et évidemment que dans toutes les évolutions qu'on mène depuis des années, ça a vraiment beaucoup consisté à être présent sur tous ces médias. Et on y est présent dans un contexte où il y a une triple révolution aujourd'hui de la manière dont on fait l'information. C'est que d'une part, en amont d'informer, on regarde ce qui se passe sur ces réseaux pour débusquer les fausses informations. Donc il y a un travail considérable chez nous, c'est la cellule vraie du faux qui va regarder, toute une équipe qui a 6 personnes aujourd'hui à France Info qui essaie de regarder sur les réseaux ce qui s'y passe, où est-ce qu'il y a des fausses informations. Ensuite, on édite des contenus qu'on essaie de rendre les plus viralisables, justement pour informer et être présent sur ces réseaux. Et enfin, comme beaucoup de ces acteurs-là, on est aussi en train de réfléchir à l'évolution de la technique. Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre de comprendre, peut nous permettre de progresser, parce qu'il y a des algorithmes qui ont leurs propres règles. Comment est-ce qu'on peut disséminer plus largement nos contenus? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour identifier aussi le trajet fait par une fausse information? Donc il y a une dimension technologique qui est de plus en plus importante et d'intelligence artificielle. Donc il y a cette triple révolution dans laquelle nous sommes engagés et qui fait que on essaie de rester un acteur de confiance. Et depuis, dans ces 2 dernières années, avec la crise de Covid, on a quand même vu l'augmentation très forte de l'audience de toutes nos tranches d'information. Et c'est une augmentation qui concerne toutes les tranches d'âge parce que on a des marques qui inspirent confiance et qui inspirent confiance également aux plus jeunes générations parce qu'elles sont très présentes et qui connaissent le travail de fiabilisation des informations qu'on mène. Donc c'est un travail qui est très large, qui est à la fois éditorial et sur la diffusion. Merci. Et c'est très rassurant, précisément, cette tendance pendant le Covid, n'est-ce pas? La confiance revient. Delphine Ernotte, vous voulez ajouter un mot? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Ce que je voudrais rajouter, c'est que je pense qu'on a tous pris, évidemment, ce virage du numérique. La question n'est pas tellement là pour nous, mais plutôt de savoir à quelle vitesse on le prend. Et je pense qu'on sous-estime toujours la vitesse de transformation des usages. Donc il y a un vrai sujet de poids du corps en fait. Il faut qu'on arrive à mettre le poids du corps beaucoup plus sur d'autres. Ce ne sont pas les mêmes formats en effet, ce ne sont pas les mêmes incarnations toujours. C'est des écritures qui sont aussi particulières et différentes qu'il faut s'approprier. C'est le cas, mais combien du poids du corps on met sur ce sujet-là? Ce qui est intéressant, c'est de voir comment d'autres pays en Europe ont fait, et notamment les pays du nord de l'Europe, les pays nordiques, donc Norvège, Suède, Danemark, qui ont eu cette vague du numérique, de la modification des usages et aussi de la force d'entrée sur le marché des plateformes SVOD américaines, plutôt que nous. Donc ils ont pris la vague plus tôt, ils l'ont pris plus fort, enfin plus vite disons, et on se rend compte qu'en mettant le poids du corps en effet beaucoup plus sur le numérique, ce qu'on fait aujourd'hui, ils ont réussi à récupérer une position de leadership. C'est le cas de la Finlande. Et ce qui est intéressant sur la Suède, c'est qu'aujourd'hui, la Suède touche plus de gens avec son offre numérique qu'avec son offre linéaire traditionnelle. Donc sa couverture est plus... Voilà, donc ça y est. Ça va nous arriver dans 2 ans, 3 ans. C'est ça qu'on dit. Et donc toute la question, pour nous qui sommes des patrons et des patronnes d'entreprise, c'est la vitesse de transformation et de poids du corps sur le numérique. Je pense que, vu d'ici, on va sans doute pas assez vite sur les usages. C'est une remarque que je me fais à moi-même. Je ne critique pas mes collègues. Voilà. Vous voulez ajouter un mot, Bruno Patino? Oui, je suis évidemment d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, vraiment. Mais juste en désaccord avec votre question, en fait. Enfin, pas tout à fait en accord avec votre question, je m'explique. Parce que
quand vous regardez y compris les chiffres que le Reuters Institute donne, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à un phénomène, c'est vrai, 31% des Américains s'informent sur Facebook, c'est vrai, les incarnations sont crédibles, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que non seulement, évidemment, le service public et les autres ont perdu le monopole de l'information, mais il y a quand même deux types d'acteurs dans l'information. Il y a ceux qui sont stables et ceux qui sont des bulles éphémères. Si vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé avec le Covid, évidemment, vous avez vu les fameux 12 salopards, pour faire les Dirty Dozen, qui ont effectivement, à un moment donné, été au contrôle de la narration anti-vax aux États-Unis. Ces personnes-là, 12 personnes à elles seules, ont donné 56 voire 60% de tout le contenu anti-vax aux États-Unis. Mais ces 12 personnes-là, elles sont éphémères. C'est-à-dire qu'un an et demi après, elles n'existent plus. Et à chaque thème, c'est ça qui est assez dur à concevoir aujourd'hui, à chaque débat, à chaque thème, arrive comme une nuée de gens ou d'acteurs qui vont certes utiliser toujours les mêmes plateformes, mais de façon éphémère. Et donc, ce qu'on doit construire, nous aussi, c'est un rapport dans la durée. Parce que quand vous regardez, et le Reuters Institute pourrait vous le dire aussi dans d'autres études, il y a quand même des marques de durée. Pas seulement le service public, les grandes marques de presse, etc., construisent un rapport sur la durée. Et donc, je pense qu'on arrive à un moment donné à voir deux types, j'allais dire, un secteur informationnel très curieux, avec de l'éphémère, et puis des gens qui construisent sur la durée. Et donc nous, notre travail aussi, c'est de construire une relation dans la durée, évidemment avec tous les usages, évidemment, comme l'a dit Delphine, en accueillant, et Marie-Christine et Sybille, en accueillant toutes ces populations-là. Moi, je pense que pour s'adresser aux plus jeunes, il faut les accueillir, donc il faut les faire bosser chez nous. Moi, je pense que c'est la seule méthode. Le reste, ça ne marche pas. Donc, il faut leur donner les clés, voilà, il faut leur dire, voilà, expliquez-nous, faites-le, et comme ça le fait. Mais il faut bien voir un des atouts et en même temps un des défis, pour nous tous, pour les gouvernants, c'est pareil. C'est de voir dans l'espace public et dans le débat public ce qui arrive comme une espèce d'overshooting à un moment donné totalement éphémère et qui peut emporter comme un tsunami l'espace informationnel et ce qui se construit dans la durée. Et donc je pense que le service public, c'est aussi un moyen de construire un rapport de confiance dans la durée. Alors il n'est pas forcément toujours le plus audible, mais il est là. Et quand on regarde bien, il est très audible aussi, mais il est là. Mais quand on regarde bien aujourd'hui le rapport de confiance, c'est-à-dire que le paradoxe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui écoutent d'autres sans leur faire confiance et qui regardent un peu moins d'autres en leur faisant confiance. Donc on doit un peu bouger sur ces curseurs-là. Mais je suis moins négatif que vous sur le fait de dire les jeunes ne s'informent plus comme ça, c'est seulement des incarnations, etc. Parce qu'il faut bien regarder ce qui existe une année suivante et une année après. On voit que, entre guillemets, ce qui a emporté la bulle informationnelle, à la fois c'est des acteurs qui changent en permanence et des acteurs un peu stables. Oui, je crois qu'il faut, et c'est un peu ce que j'ai entendu, il faut qu'on ait tous un rapport assez pragmatique avec ces plateformes au fond. Pragmatique. Alors, d'abord, on a des sujets différents les uns les autres parce qu'à un moment où le sujet était des plateformes qui exposent des contenus sans en avoir. Enfin, il y a une question de chaîne de valeur des contenus. Je pense à Delphine, Bruno, qui investissent beaucoup dans des programmes et qu'évidemment, il faut que les plateformes. Voilà, comment est-ce qu'il n'y a pas de captation ou détournement de valeur par les plateformes? Mais au-delà de ça, je crois que, notamment pour aller toucher des nouveaux publics, enfin, c'est sûr qu'il faut s'en servir de façon très concrète et essayer d'utiliser, sinon de retourner les codes de ces plateformes pour aller vers ces jeunes. Et pour l'INA, on a été très frappé de voir, alors ça suppose un travail d'éditorialisation important, mais si tout d'un coup vous allez faire une story, enfin voilà, on a commencé il y a 2 ans et demi à être présent, mais de façon plus éditorialisé sur Insta. On est à près de 800 000 abonnés avec des stories en lien avec l'actu, sur le viol, sur les attentats du 13 novembre. Voilà, il y a vraiment quelque chose où je crois qu'on peut aller toucher des gens sur ces plateformes et simplement être dans ce flux, devenir un point d'ancrage et de référence et quand même ça marche. Voilà. Et puis par ailleurs, développer nos propres plateformes aussi.
la plateforme éducative Lumni de l'audiovisuel public. Hein. Ça, c'est une façon d'aller, parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont des contenus aussi d'éducation aux médias, directement ou indirectement. Et puis, je suis très sensible aussi à ce qu'a dit Bruno sur « faut les accueillir chez nous ». Nous, on a cette chance à l'INA d'avoir des missions on accueille 300 jeunes chaque année pour les former dans 14 BTS, master autour des métiers de l'image et du son. Aujourd'hui, c'est une façon de les avoir près de nous, de savoir comment ces gens qui sont des utilisateurs, ces jeunes qui sont des utilisateurs quotidiens de ces plateformes et qui demain, si on les forme bien, seront, comme ce seront peut-être demain les influenceurs de tous ces réseaux sociaux, on pense que les former au sein du service public, et on a des projets de coopération accrue en ce domaine autour de cette mission de l'INA, c'est aussi une façon d'être présent sur les plateformes, les nôtres et celles des autres demain. Voilà, et au service avec un rôle du service public qui, je crois, ne fera que s'affirmer davantage.